discussion. Donc en effet, j'avais développé de la médiation par les pairs dans le collège Gustave Flaubert que je dirigeais il y a quelques temps, donc dans le 13e arrondissement. Et je m'étais déjà beaucoup intéressée en tant que PVS à Nice parce que je l'avais vu fonctionner dans certains établissements. Alors ce qui m'intéresse aujourd'hui dans cette présentation, c'est qu'en fait, on a beaucoup parlé de médiation entre adultes, de situations de crise très déjà enquistées. Et la médiation par les pairs, elle change de nature puisqu'il s'agit de médiation entre élèves. Et ce n'est pas du tout la même chose en fait quand on travaille avec des adultes et quand on donne une responsabilité et quand on fait confiance aux élèves pour travailler sur le climat scolaire. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est par rapport à ce que disait à l'instant Fatima, c'est que justement la médiation par les pairs, pour moi, elle est très intéressante dans la mesure où elle va permettre de construire un climat en dehors normalement de tout contexte de crise, parce que si on est en contexte de crise, c'est plus le moment de travailler sur la médiation par les pairs, c'est pas le moment souhaité. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de situations où on considère qu'on n'est pas tout à fait dans une situation de crise enquistée, mais enfin quand même, on écope un peu tous les jours le bateau des incidents de vie scolaire, comme on dit, qui se répètent, et mettre en place de la médiation par les pairs, c'est prendre du temps, prendre du recul, prendre de la distance. Donc c'est compliqué par rapport à cette situation déjà de difficultés chroniques. Et quand tout va bien, quand on est dans un établissement où finalement les problèmes ne sont pas nombreux, on juge que ce n'est pas nécessaire. Alors ce que je vais essayer de montrer, c'est que justement, on doit pouvoir trouver un entre-deux. Alors la médiation par les pairs, pour la présenter très rapidement, on confie en effet à des élèves médiateurs un rôle qui consiste à les rendre capables de résorber des conflits par le dialogue, mais dans des situations qui sont encadrées, qui sont ritualisées d'une certaine manière, puisqu'on les a formés. Et pour les former, il y a eu eux-mêmes des personnels formés qui sont intervenus auprès d'eux pour leur expliquer comment développer la médiation. Donc ce n'est pas quelque chose qui s'improvise. Ces personnels formés, ce peut être des personnels de l'établissement qui ont été formés en interne ou des associations ou des partenaires extérieurs. Et on va voir justement dans l'intervention vidéo comment est-ce qu'on peut travailler en partenariat avec certaines associations. Et lors de la médiation, on n'abandonne pas, on ne lâche pas d'une certaine manière les élèves dans la nature, on continue de les encadrer, on a un adulte superviseur mais qui reste en retrait et qui, en arrière-plan, essaye de conserver un œil sur la situation et la façon dont les élèves se débrouillent, mais qui s'efforce d'intervenir le moins possible. Alors, avant de montrer quel profit on peut tirer de cette médiation-là, on va visionner, donc, s'il vous plaît, la petite vidéo qui était prévue. Les deux personnes Alors, j'ai que l'on effectivement voit occupé plusieurs sont dans la postes salle. très différents dans l'éducation nationale, notamment proviseur, notamment inspecteur établissement et vie scolaire. J'ai été président de la ROEVEN de Rouen et je n'étais pas du tout convaincu par la médiation par les pairs parce que j'ai vu des expériences où les adultes se déchargeaient de leurs responsabilités sur les élèves. Ce que j'ai vu à la ROEVEN de Rouen m'a convaincu que non seulement la médiation par les pairs pouvait être utile, régler des conflits entre élèves et par les élèves, mais encore qu'elle mettait les élèves dans des situations d'autonomie et de responsabilisation. Alors j'ajoute un point, c'est que politiquement, il me semble que la médiation par les pairs est un bel outil d'éducation à la citoyenneté, mais pas n'importe quelle citoyenneté, la citoyenneté démocratique, dans une société des individus qui a besoin d'être régulée par justement des citoyens libres, autonomes, responsables et capables d'appréhender l'altérité, comme on dit aujourd'hui. Un des objectifs, c'est aussi de dire que la violence ne résout rien, mais que la vie dans les organisations, la vie entre les hommes et les femmes est faite aussi de conflits, que ces conflits, il faut prendre acte qu'ils existent et il faut essayer de les traiter d'une façon positive pour tout le monde. Et une façon positive ne signifie pas de trouver un arrangement, un juste milieu. Le tout se passe dans des règles, dans un cadre juridique, dans un cadre éthique. L'expérience montre que il est possible de mettre des élèves dans cette logique très jeune, puisque les dispositifs se multiplient dans les écoles primaires. Et évidemment, tout tient à la formation qu'ont eue les formateurs, c'est-à-dire les enseignants,
les personnels en général et les parents, et à leur capacité à accompagner dans la durée les élèves dans leur dispositif et dans leur disposition personnelle. Les élèves médiateurs sont formés parce que ce qu'on va appeler certaines techniques d'entretien pour parler vite, et ça veut dire aussi qu'ils savent se taire, qu'ils savent laisser du temps au silence, pour que l'élève, devant l'élève protagoniste, devant le médiateur, trouve le mot juste. Et finalement, le but de l'éducation, c'est que nous trouvions les mots justes et les silences productifs. Et je pense que la médiation aide aussi à cela. En tant que formatrice, j'accompagne les équipes d'établissement qui veulent mettre en place la médiation par les pairs. Donc, je les aide à installer le dispositif. Je forme une équipe d'adultes accompagnateurs qui sont volontaires et qui sont prêts à s'investir sur 3 ans. C'est un minimum pour accompagner des élèves médiateurs. Donc il y a à la fois une formation qui dure 6 heures et ensuite on co-construit avec les adultes accompagnateurs une sensibilisation de l'ensemble des classes de l'établissement et également une formation des élèves médiateurs que nous animons ensemble. La suite du dispositif, on est sur de l'accompagnement, du suivi, de la supervision des équipes et des élèves médiateurs dans leur fonction de médiateur. Nous adaptons les interventions au public de l'établissement, mais aussi aux besoins des équipes en fonction d'un diagnostic de climat scolaire qui est généralement fait en collaboration avec les rectorats, les équipes mobiles de sécurité et également au type de conflits rencontrés dans l'établissement. Ce qui les a décidés à se former, c'est souvent des problèmes interpersonnels, de relations interpersonnelles entre les élèves qui minent le quotidien de la vie scolaire, mais aussi des enseignants qui empêchent par exemple un enseignant de faire cours, et également les gros conflits. C'est-à-dire que la médiation est là pour intervenir en amont, pour éviter l'escalade vers des plus gros conflits. Et il y a quand même une accumulation actuellement dans les établissements de phénomènes de harcèlement, de cyberharcèlement, etc. L'idée, c'est d'intervenir avant pour éviter cette escalade. Je pense que les formations que je dispense profitent au personnel parce qu'ils sont présents sur les formations. Il y a déjà une journée complète, voire des fois dans certains établissements 2 jours de formation avec les collègues. Et également, ils sont présents sur les interventions élèves et co-forment les élèves avec nous. Et dans cette pratique, le fait qu'ils vivent ces activités de formation et qu'ils co-forment les élèves fait qu'ils acquièrent eux-mêmes des compétences qu'ils vont pouvoir utiliser dans leur relation pédagogique avec l'élève. Lorsque la culture de la médiation est vraiment bien installée dans l'établissement, que ça tourne bien avec les élèves, là effectivement on s'aperçoit que cette culture fait un peu tache d'huile et qu'il y a des fonctionnements différents qui s'instaurent entre les collègues également. Personnellement, dans le collège dans lequel j'étais, j'avais tenu justement à ce que les personnels soient formés pour former à nouveau chaque année les élèves. Donc en fait, on intervenait au niveau de la 5e, on faisait une sensibilisation sur 1 heure de vie de classe pour l'ensemble des élèves de 5e avec les personnels formés. Et ensuite, sur la base de l'ensemble de cette promotion d'élèves de 5e, on cherchait des volontaires pour être formés eux-mêmes. Et on avait, bon an, mal an, une trentaine d'élèves sur les 150, on va dire, du niveau, qui étaient volontaires pour se former. Donc tout le monde avait bénéficié, comme le disait Madame Mononin, d'une forme de sensibilisation, en tout cas sur l'ensemble d'un niveau. Et ensuite, on avait des élèves qui se portaient volontaires pour être plus à la pointe. Mais la formation se faisait elle-même donc par une équipe pluricatégorielle, puisqu'on avait à la fois CPE, assistant d'éducation, directrice de classe relais, et professeurs. Donc on avait environ, au départ, on avait une douzaine de professeurs et de personnel qui s'étaient formés, mais ensuite ça s'était réduit. Petit à petit, on était resté sur une équipe un peu plus autour de 5 ou 6 personnes, mais qui étaient fidèles et qui chaque année donc reprenaient ce flambeau-là. L'intérêt, c'est que justement, donc on avait à l'intérieur même de l'établissement des personnes qui pouvaient diffuser cette approche-là, dans des catégories différentes. Et cette approche, donc, son intérêt principal, c'est, selon moi, donc, de développer un autre regard, un autre paradigme, on va dire, dans le rapport à l'élève,
Le premier paradigme, c'est qu'on sort justement de ce qu'on a tendance à faire tous spontanément, parce que c'est notre culture ancestrale, c'est-à-dire faire ce qu'on pourrait appeler une forme de leçon de morale à l'élève, c'est-à-dire il y a d'un côté l'adulte qui sait, de l'autre côté l'enfant qui ne sait pas, où on suppose qu'il ne sait pas, et on passe notre temps à lui expliquer. Sauf que ce dont on s'aperçoit, c'est qu'on passe son temps à leur expliquer tout le temps pareil, et qu'ils n'apprennent pas grand-chose, bien que réécoutant sans cesse la même chose. Donc on se dit qu'à un moment donné, il va falloir changer d'approche. Et c'est ce qui était proposé justement dans la réforme de l'enseignement moral et civique. Je me permets de citer, parce que je vais aller rechercher le bulletin officiel de juin 2015, qui insistait sur le fait que l'enseignement moral et civique n'est ni une simple exhortation édifiante, ni une transmission magistrale de connaissances et de valeurs. Il s'effectue autant que possible à partir de situations pratiques. Alors, il développe, la suite du bulletin officiel développe différentes sortes de situations pratiques, mais on s'aperçoit qu'en fait, dans les établissements scolaires, on n'est pas très doué en fait, pour trouver des situations pratiques auxquelles exposer les élèves, et finalement, c'est beaucoup plus simple de leur tenir des discours théoriques sur ce qui est bien, sur ce qui est mal, sur le respect. Donc, on a plein la bouche du mot respect, mais finalement, on assiste un peu impuissant à la redondance d'événements non respectueux au sein de l'établissement entre élèves. Alors, justement, quand on change d'approche, on responsabilise les élèves, mais pour le coup, on les responsabilise réellement, puisqu'on leur donne, on leur confie, on parle beaucoup depuis ce matin d'école de la confiance, mais la confiance, c'est déjà confier un rôle, et confier un rôle, ça suppose croire en la capacité de l'individu auquel on confie, capacité à traiter la difficulté. Donc du coup, on croit que l'élève est capable d'avoir une analyse sur la situation du conflit entre ses camarades, qu'il est capable aussi derrière de trouver des issues, donc une action, des actions. Et c'est pas très sorcier, hein, c'est-à-dire que globalement, dans la majorité des situations de conflit auxquelles on a affaire, l'objectif des médiateurs, c'est déjà de faire en sorte que les camarades qui s'opposent se parlent, qu'il restitue ce qui s'est passé de la façon la plus factuelle possible, mais en mettant aussi en perspective les émotions qu'ils ont ressenties, parce que souvent quand ça dégénère, c'est qu'il y a des émotions éruptives, et on sait que les collégiens en particulier sont très éruptifs sur ce champ-là. Donc mettre des mots sur les émotions, et à partir de là, commencer à comprendre ce qui s'est passé dans la situation interpersonnelle, mais aussi en soi, dans ce qu'on a ressenti, et le mettre à distance à partir de là. Et à l'issue de la médiation entre élèves, on doit être capable de dire, bon, bah oui, je reconnais que à l'avenir, je vais faire l'effort de ne plus te regarder de travers, ne plus t'insulter, ne plus te... Bon, voilà. Il va y avoir tout un ensemble de résolutions qui vont pouvoir être verbalisées par les élèves, peut-être une poignée de main échangée. Enfin, ce sont des choses qui sont assez simples et qui doivent pouvoir tenir dans un temps relativement restreint. Idéalement, aller un quart d'heure, une demi-heure, pas trop longtemps, parce que les élèves sont assez peu capables d'aller au-delà, et le temps scolaire ne le permet pas beaucoup non plus. Donc, on se retrouve donc dans un changement de paradigme, je disais tout à l'heure, parce qu'on fait confiance à l'élève, et on reconnaît même que finalement, dans un certain nombre de cas, les élèves font mieux que nous. C'est-à-dire que le conflit va être mieux résolu s'il est traité par les élèves médiateurs que si c'est une fois de plus le CPE ou le personnel de direction qui reçoit l'élève ou les élèves dans le bureau. Donc on accepte de s'effacer et de laisser la place tout en restant, comme on le disait tout à l'heure, en supervision. Alors pour revenir aussi sur ce que disait Monsieur Picquenot, ce qui est très intéressant dans la perspective de cette démarche-là, c'est qu'on va du coup vers une expérience, je disais une expérience vécue, l'élève apprend en situation. Il n'est plus dans un enseignement théorique, il vit les choses. Et en vivant les choses, il apprend beaucoup plus et beaucoup mieux qu'en récitant une leçon. Alors, il y a tout un ensemble de connaissances qui peuvent tout à fait conserver une approche qui est celle de la leçon, et heureusement. Mais sur le plan, on va dire, de tout ce qui concerne les émotions, les relations interpersonnelles, le vocabulaire utilisé dans le dialogue avec un camarade, il vaut beaucoup mieux vivre les choses plutôt que de créer de façon artificielle des débats, des dilemmes moraux, comme on peut le voir. C'est très intéressant aussi, mais là, on est dans la vraie vie. On est dans la vraie vie, c'est-à-dire il y a un vrai conflit qui oppose tel ou tel élève. Il y a eu des élèves qui sont dans, on va dire,
les acteurs immédiats, on a des témoins, et donc il y a toujours, à la fois au sein de la classe et au sein de l'établissement, tout un ensemble d'autres acteurs périphériques qui peuvent être témoins et donc vivre par procuration ce qui s'est passé. Donc rendre acteur l'élève dans la médiation, c'est lui redonner un pouvoir. Et c'est en effet, comme le disait M. Picnot, travailler à une forme de citoyenneté, qui est une citoyenneté pour le coup vraiment active, où l'élève va développer aussi une fierté par rapport à ce qu'il a été capable de réaliser, et l'adulte reconnaître qu'il en est capable. Donc là, on n'est plus du tout dans le discours abstrait, dans le discours théorique, dans l'exhortation, dans la leçon de morale, qui, il faut bien le dire, quand même sonne un peu creux, au bout d'un certain temps, dans les oreilles de nos élèves. Par ailleurs, donc, au niveau des profits qu'on peut tirer de cette démarche-là, je le disais tout à l'heure, on valorise des aptitudes qui ne sont pas toujours bien reconnues dans notre système éducatif. Et en particulier, on peut aller, en recensant et en mobilisant certains élèves, on peut aller, entre guillemets, à la pêche pour trouver des élèves médiateurs qui n'aient pas des profils d'élèves modèles. Parce qu'on peut avoir des élèves bavards, des élèves un peu agités, des élèves qui aiment être un peu au centre de l'activité d'une classe et qui, en ce sens-là, ne facilitent pas le travail du professeur, mais qui sont écoutés de leurs camarades et qui sont capables, tout à fait capables, si on leur confie ce rôle-là, de médiateur, de le prendre tout à fait au sérieux, de le jouer de façon tout à fait responsable, et à partir de là, donc, de sortir de l'image et du rôle dans lequel ils s'installent pour pouvoir contribuer de façon plus positive à la vie de l'établissement, de la classe et à la paix du climat scolaire. Alors, quand on développe ce type d'approche-là, on travaille aussi, donc, je le disais, avec les émotions, en apprenant à mettre des mots sur ces émotions aussi. Et il me semble que c'est un levier qui est très important parce qu'on est tous les héritiers de Descartes, et donc d'une approche très rationaliste. Et on a un petit peu oublié qu'en effet, on n'a pas face à nous des élèves, ni d'ailleurs des adultes qui sont des purs esprits. Aucun d'entre nous n'est un pur esprit, ni une pure rationalité. Il y a toujours beaucoup d'émotions qui bouillonnent, et les émotions peuvent aussi être un levier pour l'apprentissage, et en particulier chez les jeunes. Donc en travaillant sur ce levier-là et en leur donnant les clés, c'est-à-dire en apprenant aux élèves à nommer ce qu'ils ressentent, parce qu'on s'aperçoit que leur vocabulaire est souvent réduit. En apprenant à le nommer, on leur apprend à le penser et à le mettre à distance. Et donc ça, ce sont des compétences psychosociales, on va dire, qu'on aimerait aussi en effet trouver chez les adultes. Quand on est chef d'établissement ou à n'importe quelle autre position du système, et dont on s'aperçoit qu'elles ne sont pas si facilement partagées que cela. Donc le donner aux élèves, c'est aussi travailler à la construction d'un citoyen, c'est-à-dire en l'occurrence d'un adulte qui acquiert une maturité émotionnelle, qui sait apprendre à analyser ce qu'il ressent, à différer sa réaction dans le temps, et on travaille en sens à la construction d'une société aussi plus intelligente sur le plan émotionnel. Cette prise de recul et ce levier, au sein d'un établissement, en particulier d'un collège, c'est une façon d'apaiser cette espèce de bouillon de culture qui est sans cesse en ébullition donc au sein d'un établissement par le biais des émotions. On sent, alors je pense que Fatima, qui a fréquenté autant d'établissements scolaires, devait être capable, en rentrant dans un établissement, de sentir, d'avoir une espèce de baromètre ou de thermomètre des émotions. Et on ne s'explique pas d'ailleurs parfois comment, d'un endroit à l'autre, alors qu'apparemment les indicateurs semblent être au vert, il y a un tel état d'esprit dépressif dans tel établissement, au contraire une telle paix scolaire, alors qu'au contraire tout semble être au rouge sur le plan des indicateurs sociaux, tout ce qui peut concerner les CSP des élèves ou d'autres éléments. Il y a toujours une raison. Alors parfois ça remonte à très loin, il y a une histoire d'établissement, une culture d'établissement complètement systémique qui a créé ce climat-là auquel on a abouti. Et en effet, il n'est pas simple d'agir dessus. Donc on est obligé, ce qu'ont dit les collègues va exactement de ce sens-là, d'aller dans le sens d'une approche systémique. Et avec cette approche systémique, en fait, la médiation par les pairs est l'un des leviers qui, en fait, en confiant ce rôle aux élèves, conduit aussi les personnels adultes à se dire qu'ils ne peuvent pas décemment se laisser aller
à certaines attitudes, alors même que les élèves ont progressé et sont sortis de là. Donc ça amène aussi les personnels entre eux à remettre en perspective leur propre capacité de dialogue et leur capacité de réflexion sur ce qui les anime au plus profond d'eux-mêmes. Donc que ce soit dans les relations élève-élève, élève-adulte ou adulte entre eux, dans l'ensemble des dynamiques interrelationnelles des différentes personnalités qui composent l'établissement, on a un bénéfice potentiel. Vous êtes très, très convaincante et j'espère qu'énormément de chefs d'établissement ou chefs d'établissement aspirants auront l'occasion de vous entendre sur ce point. C'est vrai que je voulais vous poser la question des freins, des difficultés, mais on va peut-être d'abord donner la parole à Anne Gachet de façon à avoir tous. Mais merci, c'était vraiment, vraiment passionnant et argumenté. Alors, Anne, Anne Gachet, vous êtes psychologue de l'éducation depuis 1 an, mais conseillère d'orientation psychologue depuis 20 ans. Ça a du sens ? Pas 20 ans quand Pas même. tout à fait. Pas 20. Bon, alors 20 ans, j'étais diplômée. Je vous ai un peu vieilli alors. Ouais. Voilà. Donc, non, il y a 15 ans. 15 ans, pardon. Donc, effectivement, le statut, comme beaucoup de gens le savent dans la salle, a changé. Vous avez donc, vous êtes rentré dans vos nouveaux habits, ce qui, à mon avis, pour vous, n'a posé aucun problème. Et nous tenions à ce que vous soyez là, parce que, d'abord, bien sûr, vos qualités professionnelles et humaines, mais on va avoir l'occasion de se rendre compte, mais aussi parce que vous êtes, de par votre fonction, au milieu d'un faisceau, fonction de psychologue de l'éducation ou conseillère d'orientation précédemment, vous êtes au milieu d'un faisceau de forces qui tirent dans tous les sens. Vous êtes, on s'en rend peut-être pas assez compte, des personnes indispensables dans les EPLE, qui évoluent dans plusieurs EPLE, d'ailleurs, parce que vous n'en avez pas qu'une, vous allez nous le dire pour votre cas, qui voit aussi, qui joue un peu ce rôle de témoin et qui est travailler avec les enseignants, avec les parents, avec les élèves, avec les chefs d'établissement. Vous êtes les médiateurs typiques et merveilleux dont on ne se sert probablement pas assez. Donc voilà, vous allez un petit peu nous parler. Par ailleurs, vous êtes aussi formatrice. Vous formez des psychologues stagiaires, formez des enseignants. Vous avez aussi un peu une spécialité. Vous m'avez dit qu'elle était fortuite. C'est que vous, mais quand même, c'est-à-dire que vous intervenez aussi pour les EIP, pour les élèves précoces. Et il y a beaucoup à faire dans ce domaine. Voilà. Donc vous allez un petit peu nous parler de votre action pour construire. Je sais que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Pour construire au quotidien une école de la confiance et de la bienveillance. C'était vraiment les termes que vous avez employés lorsque nous avons préparé, et je vous donne la parole.